Bienvenue au podcast JELIT, le podcast qui s'intéresse à l'entrepreneuriat des jeunes, à l'écosystème économique et au potentiel de la jeune entreprise marocaine. Nous parlerons de l'actualité de l'entrepreneuriat, des enjeux et des opportunités de la scène économique. Signature de la Confédération des jeunes entreprises marocaines, CJEM, ce podcast est co-hosté par Zineb Razmi, directrice marketing et relations publiques, et Omar Belmoussa, moi-même, fondateur et président d'honneur de la CJEM. Un épisode, une nouvelle thématique et un sujet à discuter. Bonne écoute. Bonjour Omar, Bonjour Zineb. nous voilà au second épisode du podcast JELID by CJUM. Nouvel épisode, nouvelle thématique. Nous avions choisi cette fois-ci un sujet qui nous tient à cœur, à savoir franchir le premier pas vers le monde professionnel. Commençons par le commencement. Le monde professionnel, avant de l'atteindre, nous passons forcément par le monde académique. Et du coup, qui dit monde académique dit orientation. Que faire après l'école, que faire après l'université? Et donc, la première question qui se pose à tout esprit, c'est quand est-ce que commencera cette orientation académique? Effectivement, du coup, lorsqu'on parle d'une orientation académique, on parle du début de cette orientation. Quand est-ce que l'étudiant, le jeune élève commence à penser de ses perspectives académiques, comment choisir les différentes filières qu'il va opter pour. Et bien évidemment, vient la question qui est responsable de cette orientation. Euh, comment, comment justifier le fait d'être sciences mathématiques, sciences physiques ou encore euh, avoir un baccalauréat technique ou autre. Il y a pas mal de débouchés. Mais l'idée, c'est comment choisir, en se basant sur quoi? Et quelle est l'essence de cette orientation? Effectivement, ce sont des compétences et ce sont des efficiences qui sont nées et qui sont aussi acquises euh, selon l'environnement ambiant, selon ce que le jeune élève et l'étudiant a vu. Effectivement, si aujourd'hui je suis un jeune élève, je vois devant moi euh, des ingénieurs, des mathématiciens, j'aurai comme perspective, je vais exceller sur ce type de thématiques qui vont me permettre de devenir cette personne que je veux, que je vois et que j'admirais peut-être. Euh, mais ici, on parle aussi de différentes perspectives et déjà être informé de ces perspectives. Et du coup, il faut faire la différence entre comment être formé et comment être informé de ces perspectives. Tout à fait. Alors, qui dit perspective dit c'est quoi ce chemin que nous avions tracé ou que qu'on a tracé pour nous d'ailleurs, parce que alors les parcours typiques ici au Maroc, c'est de faire une formation primaire, puis au collège, pour les chanceux passer par le lycée, avoir son baccalauréat, et puis choisir, s'il en est parmi les premiers, une école supérieure ou le parcours de classe préparatoire, sinon une université publique ou pour ceux qui ont les moyens financiers de choisir une université ou une école privée. Donc, lorsqu'on a ce parcours typique, alors à quel moment on se demande, nous avions choisi cette orientation académique ou l'on a choisi cette orientation académique pour nous? Parce que aujourd'hui, alors une petite constatation, c'est lorsque nous sommes issus d'une famille qui a fait qui a fait un parcours académique, par exemple, lorsque les deux parents sont des avocats, donc on trouve forcément que la fibre est passée aux étudiants et a passé à leurs enfants depuis un très jeune âge. On dit, ah, c'est le prochain maître, c'est le prochain grand avocat, vous allez pouvoir diriger le cabinet de famille. Donc, on a forcément choisi pour cet enfant à jeune âge, on lui a tracé un parcours typique. Après le parcours typique, c'est aussi faire
Pour les excellents, c'est faire ce que les autres pensent est le mieux pour eux, notamment dans notre société marocaine. Alors, être un ingénieur est un prestige, être un médecin est un prestige. Forcément, alors, nous avions inculqué à notre génération au moins que, que s'il en est excellent sur le niveau des parcours académiques, c'est que forcément nous allons finir par devenir ingénieur ou médecin. Parfois même, tu peux trouver que les parents peuvent sacrifier voilà, des sommes colossaux, des sommes colossales pour leur offrir une formation payante dans une université de médecine privée ou dans une école d'ingénieurs privée. Et là, du coup, donc, la perspective, à quel point elle est définie par nous-mêmes, et est-ce qu'on l'a choisie nous-mêmes ou les autres nous la choisissent? Là, c'est la vraie question. Voilà pourquoi c'est très important, la question que tu as relevée de quand est-ce que ça commence cette orientation académique et qui la définit? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, est-ce que, je parle d'une expérience professionnelle, est-ce qu'à un moment, nous avions eu droit à plusieurs choix pour dire quel est le meilleur pour nous? Malheureusement, je réponds par non à la question. Je savais à si jeune âge qu'être ingénieur, c'est forcément une bonne chose. Et du coup, j'ai grandi avec l'idée que je devrais forcément le devenir. Mhm. Oui, Effectivement. Euh, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de... Il y a une grande différence entre former et être informé. Effectivement, on est formé. Et ici, je ne parle pas est-ce qu'on est bien formé ou pas, mais je parle de façon générale, on est formé sur les sciences mathématiques, sur les sciences physiques, sur l'histoire géo, sur la philosophie, sur l'arabe, français, sur les différents cours. Mais est-ce qu'on est informé sur les débouchés de chaque orientation? Est-ce qu'on est informé des débouchés et les perspectives d'évolution d'un d'un chercheur mathématicien, d'un chercheur en sciences physiques et chimiques? Est-ce qu'on est informé sur les débouchés euh, des sciences littéraires? Est-ce qu'on est informé sur les débouchés des sciences artistiques? Effectivement, il y a toujours science. Et si je parle de parcours atypiques, je ne parle pas des parcours sans diplomation, c'est un autre sujet, mais je parle déjà des parcours atypiques basés sur de la science, sur une diplomation, sauf que c'est pas le commun des mortels. On ne voit pas chaque jour un biologiste euh, qui sort, qui est spécialisé dans le nucléaire ou bien dans des, dans la démystification de l'ADN d'un être vivant. Alors qu'aujourd'hui, on voit des dizaines, une dizaine plus que 10 000 ingénieurs annuellement. Euh, Ça ne veut pas dire qu'un parcours est meilleur qu'un autre, mais à un certain moment, il faut se poser la question, est-ce qu'on aime ce qu'on fait? Est-ce qu'on aime ce qu'on étudie? Et surtout, est-ce qu'on se positionne, on se projette dans cette phase pour dire aujourd'hui, mon vécu va être se lever et exercer ce métier que j'ai choisi, le cas échéant. Et surtout pour dire un jour, se réveiller et dire est-ce que je suis satisfait, motivé pour travailler sur quelque chose que j'ai choisi, le cas échéant, le cas optimal, ou qu'on m'a dirigé pour choisir. Ça, c'est vraiment un dilemme que chaque étudiant, on est passé par ça. Si je parle de mon retour d'expérience, à un certain moment, le fait de franchir cette normalité et dire que j'accepte pas ce, cette continue allée que la société a tracée. Ici, je ne parle pas seulement de la société marocaine, je parle de la société de façon globale. On essaie toujours de trouver des normes qui vont permettre de cadrer euh, l'être humain. Euh, j'ai fait effectivement une école d'ingénieur.
vraiment parce que j'étais bien en mathématiques. J'avais eu une très bonne note dans mon baccalauréat. J'étais sciences mathématiques. J'ai eu une bonne note avec une mention très bien. Le chemin classique, c'est intégrer les classes préparatoires parce que c'est ce que les meilleurs étudiants, élèves, bacheliers font. Euh, j'ai fait maths, physique, MP parce que c'est la filière la mieux réputée. Et vu que j'étais bien classé lors du concours national commun, j'ai fait une école d'ingénieur en choisissant la filière qui est la mieux placée, qui a le meilleur rang. Et du coup, en fait, je dis pas parce que j'ai fait l'ingénierie, j'aime pas ce que je fais. Non, j'apprécie l'expérience, j'apprécie bien le parcours. Aujourd'hui, j'aime pas travailler sur tout ce qui est ingénierie terrain. Et j'ai switché ma carrière d'ingénieur génie civil spécialisé dans les infrastructures et transports vers une carrière de management pur en gestion de cabinet, de conseil. C'est principalement du business consulting et un management de consultant. Et le jour où j'ai franchi ce pas, j'ai vu des regards vraiment qui étaient très surprenants en disant Omar, tu vas bien? T'es sérieux? Tu changes le métier d'ingénieur que plusieurs personnes veulent faire et le jour au lendemain, tu passes au management. Euh, Ma réponse était claire, c'est ce que j'aime faire. Et c'est ce Mhm. que je suis sûr que je vais donner pour le faire. Oui. Peut-être que nous sommes au moins dans un cas de figure qui est celui de... On a été influencé par un parcours typique qui est prédéterminé par notre société, par notre entourage ou par nos familles. Après, moi, ce que je trouve aussi très dommage, c'est que il y en a des personnes qui ne s'y trouvent pas forcément dans le cas de figure, dans le parcours typique, mais ils ne connaissent même pas quelles sont les autres perspectives, c'est-à-dire quels sont les parcours qu'ils peuvent suivre. Tout le monde n'est pas censé réussir son baccalauréat, intégrer une école supérieure ou université. Beaucoup de chemins sont possibles. Après, ce qui est pire, c'est qu'il y en a même pas des personnes, c'est qu'il y en a des personnes qui ne sont même pas conscients du parcours lui-même. C'est forcément des personnes qui ont un bon niveau s'ils sont bien accompagnés, mais à cause du niveau de l'école dans laquelle ils ont atterri ou à cause de l'analphabétisme parfois de l'entourage, beaucoup de bons cerveaux ou beaucoup de potentiel se perdent dans le chemin de l'orientation académique et faute de savoir à quelle opportunité nous pouvons avoir accès. Il y a des personnes qui s'y trouvent même pas ni dans les parcours typiques ni dans les parcours atypiques. Après, heureusement, nous, que nous avions eu droit à un entourage qui a permis de nous montrer au moins une perspective, que ce soit à l'école où l'on nous a appris que en étant brillants, nous pouvons faire cela et cela. Et puis, effectivement, moi-même, j'ai suivi un parcours, on va dire, qui était prédéfini du fait que j'étais brillante un peu jusqu'à mon baccalauréat. Après avoir obtenu un baccalauréat avec une mention très bien, j'ai pu aussi faire une école d'ingénieur. Et par la suite, bah, je m'y suis trouvée dans le business development. Pourquoi? Parce que c'est une chose aussi que j'aimais faire. Ça ne limitait pas mes compétences au volet purement technique de la chose. Je pouvais aussi explorer d'autres sujets. Je pourrais aussi voir le monde d'un autre point de vue. Donc, j'ai fait un choix de carrière qui, selon ma société, n'est pas ne correspond pas forcément à ma formation académique. Donc, peut-être certains peuvent même juger cela d'un gâchis des années de formation. Mais après, heureusement que nous avions aujourd'hui le droit à un tel choix dans notre société. Donc, peut-être qu'on a tracé une image assez sombre des problèmes, peut-être,
blocage, des difficultés de tracer son orientation académique. Euh, mais avec les difficultés viennent aussi des perspectives. Euh, donc, Et ça permet surtout de savourer la réussite. tout Euh, à fait. c'est vrai, ce qu'on vient de discuter, ce sont des faits, c'est la réalité, c'est le quotidien que vit chaque, bon, je vais pas généraliser, mais que vit plusieurs élèves et plusieurs étudiants. Sauf que on va pas rester se lamenter et dire, eh ben, on n'a pas d'orientation académique, on n'a pas réussi notre orientation, mais comme on avait dit, il n'y a pas de normalité. Ça, en fait, et, Il n'y a pas j'aime, de bon chemin aussi, il n'y a pas un voilà, il n'y a seul pas de bon chemin. chemin. Et j'aime bien dire une phrase, c'est euh, on a rien à perdre, on a tout à gagner. Parce qu'effectivement, si on a déjà perdu quelque chose, c'est bon, elle est perdue. Mhm. Tout ce qui reste, c'est que du manque à gagner. Donc effectivement, cette normalité, euh, à mon sens, ben, c'est ce que je fais, ce que j'encourage tout le monde à faire, c'est de bannir cette normalité et créer sa propre normalité. Chacun a sa propre norme, chacun a sa propre réalité et vision de voir les choses euh, pour la simple raison et que chacun de nous est unique, chacun de nous a ses propres limites, a ses propres forces, a ses propres potentiels. Et d'où, pour passer au next step, c'est comment réussir sa première insertion professionnelle une fois cette orientation académique est faite, d'une façon ou d'une autre, est faite par choix ou Motivation par extérieure. motivation extérieure, Mhm. voilà pour rester politiquement correct. Correct. Euh, mais en tout cas, il n'y a pas de finalité, il faut pas être fanatique et dire c'est bon, c'est la fin du monde. Quel que soit le résultat, euh, on a fait une orientation X, on a un diplôme Y, et du coup, comment réussir cette première insertion, comment franchir ce premier pas effectivement vers le monde professionnel et dire qu'aujourd'hui, on détient notre premier job et, et du coup, on partagera notre vision de voir la chose, notre avis et surtout nos recommandations quand on voit que en se basant sur notre carrière professionnelle d'une part, sur notre insertion professionnelle qu'on a vécue, qu'on trouve que c'est assez pertinent de le partager et surtout de valoriser les moments plus importants. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est savoir se distinguer du reste. Voilà, alors imaginons le cas de figure dans lequel 1000 personnes comme moi, comme mon profil, sont sorties de la même école, ou quelle que soit en fait l'école ou l'université après diplomation, nous sommes pratiquement tous similaires du point de vue d'un recruteur. Donc à ce moment-là, la vraie question c'est pourquoi le recruteur me choisira moi-même et non pas l'autre personne? Donc d'où la nécessité d'avoir sa propre boîte à outils, savoir se distinguer du reste. Alors, la boîte à outils, c'est quoi, concrètement parlant? Ça peut être des formations extra-académiques, c'est-à-dire que moi, j'ai dépensé, moi, autant qu'étudiant, j'ai dépensé plus d'énergie que mon collègue en cherchant à s'auto-former sur d'autres sujets qui seront peut-être parallèles à ma formation initiale ou sur d'autres sujets qui me passionnent, qui m'intéressent. J'y pense aussi à autre chose, c'est savoir défendre aussi ce que nous avions pu apprendre dans les classes de cours, ce que nous avions fait comme stage, ce que nous avions fait comme euh, activité extra-académique, parce que c'est très important quand même c'est de savoir pitcher son profil. Ce qui est dommage, c'est qu'un très bon profil rate son premier entretien ou rate sa première opportunité juste parce il n'a pas bien préparé son entretien. Donc, c'est très important de et avoir de quoi défendre son dossier, dire que je suis différent de mon collègue ou des autres étudiants de ma promotion,
et savoir défendre cela, savoir bien le pitcher, bien le présenter, parce que, in fine, nous sommes plusieurs à rechercher les opportunités, et parfois, voire même souvent, la demande est moins forte que l'offre. Donc, en d'autres termes, nous avions moins de chances d'intégrer le marché lorsqu'on est 1000 étudiants pour 500 postes ouverts cette année-là. Et du coup, c'est là où vient la distinction entre un étudiant et un autre étudiant, un sorti d'école et un autre sorti d'école. Tout à fait. Après diplomation, le marché est face à des étudiants. Et on sait très bien que ces étudiants sont des fraîchement diplômés. Ce ne sont pas des experts, mais aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est se distinguer. Et ici, je vais parler de deux volets. C'est la boîte à outils, comme tu as dit, Zineb, et c'est aussi le profil qu'il faut travailler pour le distinguer. Effectivement, la boîte à outils, ici, juste pour information, la boîte à outils, c'est pas seulement les compétences techniques, ce sont les différentes compétences aussi extra-techniques. Si aujourd'hui je suis ingénieur, mes compétences techniques en termes d'ingénierie, oui, amen, c'est tant mieux, je suis On ingénieur, apprend donc, ça, on est censé donc l'apprendre. on est Oui. censé l'apprendre. C'est pas un plus. Par contre, j'ai une fibre commerciale, j'ai une fibre marketing, j'ai une fibre en management, j'ai une plus-value qui va me distinguer de l'autre ingénieur collègue qu'on est dans la même année de diplomation. C'est ce qui va faire la différence. Et surtout, lorsque je parle du profil à travailler, c'est comment valoriser. C'est un art aussi, comment valoriser mon profil. Comment se vendre. Comment se vendre, et si lorsqu'on parle de se vendre, c'est pas vraiment se vendre en tant qu'expert, non, c'est se vendre en tant que tête bien faite, en tant qu'un profil qui va générer de la valeur, c'est un profil qui va absorber la culture de l'entreprise et qui va créer de la vraie valeur ajoutée. Et ici, ça m'interpelle pour parler effectivement, c'est l'insertion professionnelle pour intégrer une nouvelle entreprise, mais pas que. C'est pas la seule débouchée. On parle de l'entrepreneuriat, on parle de l'intrapreneuriat, on parle du salariat. Ici, on parle de trois variantes. Et à mon sens, il faut pas tomber dans l'erreur et le piège de commencer à comparer l'une versus l'autre. Ah, c'est mieux de mener une carrière d'entrepreneuriat. Ah non, c'est plus stable de mener une carrière de salariat. À mon sens, ce sont des carrières qui sont complémentaires. On peut commencer salarié et finir entrepreneur. On peut commencer entrepreneur et finir salarié. On peut commencer salarié et rester salarié. Comme on peut commencer entrepreneur et rester entrepreneur. Euh, Ce qui n'est pas bien, c'est de ne pas commencer. Euh, Franchir le pas, se lancer dans l'entrepreneuriat, il a sa propre boîte à outils, ses propres compétences. Peut-être on aura l'occasion d'en parler dans un épisode par la suite pour bien parler de, des préconisations à avoir pour se lancer dans l'entrepreneuriat, quelles sont les qualités de l'entrepreneur à avoir en soi. Euh, mais in fine, la vraie insertion professionnelle, c'est oser, c'est avoir sa boîte à outils, maîtriser cette boîte à outils, maîtriser les différentes hard skills et soft skills, et surtout se préparer pour un entretien d'embauche, se préparer pour ce monde professionnel, et aussi, peut-être ça pourrait paraître évident et trivial, mais savoir ce qu'on veut. Je peux passer le meilleur des entretiens, passer avec la meilleure entreprise, mais si je ne sais pas ce que je veux, si je ne sais pas comment évoluer, ça va, il y aura toujours un hic qui va permettre de se poser la question et qui va créer un doute, non seulement chez l'étudiant, chez le futur lauréat, mais aussi chez le recruteur. Parce qu'à un certain moment, c'est apparent.
C'est apparent sur la motivation, sur la vélocité du, du lauréat, du salarié ou de l'entrepreneur. Après, moi, j'ai un avis mitigé sur l'idée de savoir ce qu'on veut dès la sortie d'école. Du fait que je pense que nous n'allons pas mettre autant de pression sur un fraîchement diplômé, quand même le pauvre ou la pauvre doit réussir ses entretiens, chercher ainsi son premier entretien, son premier recruteur. Du coup, à mon avis, et ça reste mon avis à moi-même, on n'est pas censé tout savoir en sortant de l'école. C'est-à-dire que l'on peut faire un choix et être convaincu de ce choix aujourd'hui. Après, en intégrant par exemple cette entreprise, nous avions une vision qui est différente du jour où l'on a intégré cette entreprise. Ça nous a ouvert l'esprit sur d'autres aspects que nous n'avions pas vus en étant étudiants, où on a pu découvrir des métiers que nous connaissons, dont nous ne savons même pas l'existence avant d'intégrer le marché professionnel. Donc, moi, à mon avis, on n'est pas censé tout savoir en sortant de l'école. C'est très important, comme tu l'as bien mentionné, Omar, de tout de même convaincre un recruteur que nous avions fait un bon choix. Bien sûr, parce qu'il n'est pas censé recruter une personne qui va par la suite démissionner au bout de quelques mois. Pour lui-même, il n'a pas atteint ses objectifs autant que recruteur ou autant que RH. Mais après, la magie de la chose, la beauté de la chose, c'est que c'est un marché. Et la beauté de ce marché, c'est que l'on peut toujours rectifier, l'on peut toujours changer, l'on peut toujours explorer d'autres perspectives bah, du fait qu'il y a une offre, une demande et d'autres pistes que l'on peut explorer, notamment celle que tu as évoquée de l'entrepreneuriat. Ici, en fait, lorsque j'ai parlé, Zineb, de la partie savoir ce qu'on veut, euh, en fait, c'est... Je suis en phase avec toi. On ne peut pas savoir dès le départ, on ne peut pas tracer dès le départ, voilà notre chemin de carrière, voilà ce qu'on va faire, voilà notre perspective d'évolution. Effectivement. Cependant, il faut avoir une certaine volonté. Il faut avoir une certaine clarté d'esprit. Je parle bien de clarté d'esprit et non pas clarté de choix. Clarté d'esprit pour être au moins متصالح مع راسك. Tu sais comment, euh, quelles sont les choses que tu aimes bien faire, quelles sont les choses quelles sont tes limites. Parce qu'effectivement, le fait de dire que voilà mes limites, c'est déjà le premier pas pour avancer, pour voir sur quel sujet tu peux t'auto-former et sur quelles sont les différentes perspectives de pistes d'amélioration dans ta personnalité, dans ton profil et dans ta boîte à outils dont on a parlé tout à l'heure, en termes de skills, en termes de compétences et aussi en termes de possibilités, d'éventualités d'évolution. Et du coup, cette auto-formation, ça permet à un certain moment euh, peut-être de changer. Et on revient au point qu'on a dit, la normalité, en s'auto-formant sur d'autres choses, peut-être, et c'est sûr qu'on va découvrir un autre moi, on va découvrir une autre passion, on va découvrir d'autres compétences et d'autres terrains où on nous sent plus à l'aise, et ça peut être le début d'une nouvelle carrière. Et du coup, pour résumer, si on veut répondre à comment réussir sa première insertion professionnelle, la recette n'est pas secrète. Euh, il faut bien s'outiller, maîtriser son discours, maîtriser ses perspectives, maîtriser son évolution. Bon, lorsque je dis son évolution, c'est comment la personne se projette et préparer. Euh, c'est pas dévalorisant si on se dit on doit se préparer. Non, du tout. C'est au contraire. Le fait de se préparer, c'est vraiment de bien organiser les idées, c'est de bien valoriser là où il faut valoriser et être transparent là où il faut être transparent. Et comme j'ai dit, la recette n'est pas du tout secrète.
Tout à fait. La première insertion professionnelle n'est pas facile. Nous sommes conscients, surtout avec l'enjeu de l'orientation académique et où est-ce que ça va nous mener, cette orientation académique. Mais si des personnes l'ont réussi avant vous, étudiants qui sont en train de chercher vos premiers emplois, c'est que d'autres peuvent forcément la réussir. Il faut aussi demander conseil. Ça, c'est une chose qu'on oublie de faire, parfois faute de savoir contacter les bonnes personnes. Aujourd'hui, je pense que grâce à des réseaux professionnels, grâce à des bases de données des universités, écoles, nous pouvons avoir accès au réseau de nos lauréats qui ont fait des choix de carrière que nous voulons suivre ou des personnes que l'on ne connaît même pas, que nous pouvons joindre via LinkedIn ou via un autre canal. Et du coup, c'est très important de s'informer sur l'entreprise dans laquelle nous allons atterrir avant d'y atterrir, de voir quelles sont leurs valeurs, est-ce que ça correspond à nos attentes et aussi est-ce que ça correspond à leurs attentes. Par exemple, si nous allons atterrir dans une entreprise qui a, alors on dit ça en anglais, le work ethic qui est très élevé, c'est-à-dire que c'est très challengeant l'environnement, donc se questionner nous-mêmes, est-ce qu'on est prêt à atterrir un environnement aussi challengeant ou est-ce que nous cherchons plutôt un job qui va nous permettre une certaine balance entre vie personnelle, professionnelle, ne pas dépasser les horaires de travail, n'être pas challengé par des objectifs très élevés. Donc c'est important quand même de bien s'informer, ne serait-ce que demander à à des collaborateurs de cette entreprise ou de cet environnement, comment ça se passe, quelles sont leurs attentes voir est-ce que ça correspond aux deux parties prenantes, à savoir nous-mêmes en tant qu'étudiants et à l'entreprise. Aussi, un point qui est très important, c'est de laisser erreur, c'est de favoriser laisser erreur. C'est-à-dire que en intégrant, tu l'as bien mentionné, en intégrant une entreprise, on n'est pas des experts et on n'est pas censé l'être. C'est très important que réussir son insertion professionnelle, c'est de savoir apprendre, savoir évoluer, savoir se défier, parfois se challenger. Alors, il y a la fausse idée que euh, une fois sortis d'école, nous n'allons plus être challengés, nous n'allons plus être euh, Évaluer. évalués ou avoir voilà, à stresser. Oui, ce n'est plus le stress des examens, ce n'est plus le stress d'un professeur devant nous, mais c'est un stress d'un autre genre. C'est-à-dire qu'on est censé quand même avoir une valeur ajoutée pour l'entreprise. Parce que si on est recruté, c'est pour faire un travail. Si on est rémunéré, c'est parce qu'on a réalisé notre travail. Figurez-vous, jeune diplômé, que si vous voulez réussir votre insertion professionnelle, c'est que vous allez devoir être challengé, vous allez devoir faire vos preuves. Voilà, se préparer à l'avance, c'est très important. Avoir le profil pour intégrer l'entreprise, très important. L'environnement est très important, mais aussi il faut faire ses preuves dès les premiers jours. Mais sinon, on risque de ne pas continuer très longtemps dans l'entreprise. Là, ça nous mène à un volet qui est aussi important, c'est que, voilà, nous avions parlé de la chose peut-être de la perspective des étudiants, c'est-à-dire, moi, étudiant, sortie d'école ou sortie d'université, je ne cesse de parler d'école, mais là, c'est pour rester général, diplômé, fraîchement diplômé, voilà. Je veux intégrer mon premier emploi qu'est-ce que je dois faire de ma perspective, mais aussi il faut voir la perspective de l'autre, à savoir les attentes du marché. Effectivement, du coup, on vient au-delà de cette insertion, au-delà de cette discussion étudiant fraîchement diplômé, quelles sont les attentes du marché, quelles sont les attentes euh, des offres. Aujourd'hui, si une entreprise X ou Y veut recruter, euh, déjà, un concept qu'il faut bien maîtriser aujourd'hui, c'est que les entreprises sont moins regardantes de plus en plus sur les diplômes. Euh, c'est pour ça on revient toujours au premier sujet qu'on a dit, la normalité, le parcours typique, atypique, réussir son orientation.
c'est une petite goutte d'eau dans une grande mer. C'est vraiment peanuts par rapport au grand challenge de la vie professionnelle. Euh, et du coup, vient le dilemme de diplômé versus non diplômé. À un certain moment, et de plus en plus, on voit ça. Aujourd'hui, on est dans le marché du travail et surtout dans le monde du consulting, on voit de plus en plus les attentes des clients, les attentes des entreprises. À un certain moment, on ne vous pose pas la question qu'est-ce que vous avez fait dans l'école ou bien quel est votre diplôme. À un certain moment, la question qui se pose qu'est-ce que vous savez faire? Quelle serait votre valeur ajoutée en intégrant l'entreprise? Quelle serait, bien sûr, tenant compte que vous serez une page vierge, une éponge qui va absorber, qu'on va vous former, qu'on va vous monter en compétences, mais en se basant sur votre tête bien faite, sur votre esprit d'analyse, esprit critique plutôt, et cet esprit de synthèse, quelle serait votre valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous allez produire pour l'entreprise? Et ce sont des facultés qui nécessitent pas de façon corrélée ou pas la diplomation. Effectivement, c'est un programme académique qui va permettre de bien rôder l'esprit, pour bien rôder la matière grise. Mais il y a d'autres activités qui permettent de faire, entre autres, la même action. Les différentes sciences artistiques, les différentes activités extra-académiques. Et parfois, ça permet de bien sculpter le profil de l'étudiant. Et ici vient un volet dont on a parlé tout à l'heure d'une façon très brève, c'est les activités extra-académiques. Euh, Personne ne peut nier, et on vous confirme ceci, et aujourd'hui on est lauréat de ces parcours et de ces programmes extra-académiques. Euh, Sans vous cacher, mon passage au sein de la junior entreprise, c'est une expérience parmi plusieurs expériences extra-académiques, mais c'est une expérience pas des moindres. C'est la plus formatrice en C'est tout la, cas. c'est Ouais. l'expérience la plus formatrice et surtout qui te permet de se jeter euh, à bras ouverts au marché professionnel, à comprendre qu'est-ce qu'un client demande, quelle est la gestion, comment gérer une équipe, comment gérer les conflits, comment gérer les risques. Euh, Bref, c'est un programme qui te permet de compléter, mais pas d'une façon timide ou bien modeste, mais de bien compléter ce que tu as appris dans les rangées de l'école avec des soft skills qu'un expérimenté qui a 2 ans, 3 ans d'expérience au sein du marché professionnel pourrait atteindre. Du coup, ici, je parle au-delà si je reviens à la diplomation versus non-diplomation, euh, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le marché aujourd'hui, ses attentes, c'est de la vraie valeur, comment créer cette valeur. La diplomation, c'est une carte Visa, effectivement, mais il faut bien avoir le sol derrière. Et ce sol, c'est vraiment la boîte à outils dont on a parlé tout à l'heure. Comment valoriser ton profil et comment tu t'es investi durant les différentes années lors de tes études et qui crée effectivement cette distinction dont on a parlé tout à l'heure. J'évoquerai une autre attente du marché selon moi et ça serait le fait d'être formé sur les métiers du futur. Et là, la question qui se pose naturellement, c'est qui va former sur les métiers du futur? Bien sûr, un système éducatif qui évolue chaque année peut le faire, sauf que ici au Maroc, la réalité est contraire. Donc, le système éducatif ne change pas chaque année. De ce fait, donc, qui forme sur le métier du futur, nous-mêmes.
ou ces programmes extra-académiques. Parce que quand même, c'est magnifique le fait de pouvoir, par exemple, en étant étudiant, côtoyer ce monde professionnel en étant, par exemple, junior entrepreneur et savoir qu'il y a des métiers dont nous n'étions même pas conscients. Donc, être formé sur les métiers du futur, c'est s'auto-former, c'est savoir c'est quoi la tendance et pouvoir travailler abstraction faite de notre diplomation qui est sur des sujets qui peuvent être parfois obsolètes. Donc, pouvoir travailler sur des sujets très actuels. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit. J'ai vu passer une publicité dernièrement d'une grande entreprise, d'un grand réseau social qui s'appelle TikTok. TikTok était à la recherche d'un responsable marketing et parmi les critères, ce n'est pas avoir un diplôme en marketing, mais c'est être influenceur ou créateur de contenu TikTok. Donc voilà, aujourd'hui, typiquement au Maroc, un chargé marketing ou un community manager ou autre qui est en rapport avec le marketing doit forcément avoir un diplôme marketing quelque part ou communication. Donc, doit forcément avoir une formation qui est proche de cela. La preuve, c'est qu'on peut vérifier la plupart des postes des grandes entreprises qui cherchent des chargés marketing. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui pratique le marketing à travers la création de contenu et selon TikTok mieux placé pour le faire. Et moi, je trouve ça une vraie opportunité parce que ils sont sûrs qu'ils vont recruter la bonne personne du fait qu'ils vont recruter une personne qui en a déjà pratiqué la chose parfois. Donc, le diplôme ne doit pas être un blocage. Après, les métiers de l'IT aussi sont des métiers où la diplomation devient de plus en plus non nécessaire. Donc, on peut trouver un responsable IT quelque part qui avait une formation initiale sur un domaine très différent, mais qui s'est formé sur l'IT. Et là, c'est très important de savoir, je reviens à cela, les métiers du futur. On n'a pas raté notre insertion professionnelle si l'on a été diplômé dans un domaine qui est différent des métiers du futur. Ça, c'est sûr. Mais le vrai challenge, c'est allez-y et partez à la recherche de ces métiers. Cherchez ça qu'attend le marché de vous. C'est-à-dire, regardez aujourd'hui les offres d'emploi si vous n'avez pas de préférence, par exemple, pour un secteur ou un autre, ou pour une activité ou une autre. Ce qu'on attend de vous, c'est forcément de chercher ce qui peut vous plaire éventuellement et dans quel domaine et aussi ce qui est d'actualité pour pouvoir avoir un début de carrière prometteur. Voilà. Donc, ça serait mon conseil pour le sujet des attentes. Pour rester toujours dans la même perspective de discussion, euh, pour un peu rationaliser notre discussion, je vais parler un peu d'une métaphore scientifique. Comme on dit, la nature n'est pas le vide. Et du coup, là là où il y a pas de vide, donc il y a de la concurrence entre les profils. Et du coup, il faut se distinguer. Si on n'arrive pas à se distinguer sur ce métier X, où il y a pas mal de personnes, ben, il y a pas mal d'opportunités. Il faut innover, où il faut créer de la vraie valeur. Et ici, soit, comme on a dit, parler des métiers d'avenir, de nouveaux métiers qu'on voit de plus en plus aujourd'hui naître, ou encore entreprendre, créer son propre job et créer son propre employeur, et être employeur de soi-même. Euh, Comme j'ai dit tout à l'heure, le plus important, d'agir, c'est de créer la valeur. Euh, Ce qui est pas bien, c'est de rester d'une façon passive. Euh, en fait, ce qu'il faut garder en tête, ça va être mon dernier conseil, c'est pour réussir l'insertion professionnelle, c'est déjà avoir l'insertion professionnelle. Il faut s'insérer. On s'insère et par la suite, on dit est-ce qu'on a réussi ou pas?
mais ne pas s'insérer et dire est-ce que je vais réussir mon insertion? Ben déjà, il faut mettre la main dans la pâte. Euh, il faut pas avoir beaucoup d'exigences pour dire ce métier, je vais pas le faire. Il faut pas venir et arriver avec des préjugés, des stéréotypes. Avant de dire que ce métier, je veux pas l'exercer, il faut lui donner sa chance. Avant de dire que cette expérience, j'aimerais pas la faire, il faut lui donner sa chance et expérimenter le maximum. En tout cas, comme on a dit tout à l'heure, c'est bien lorsqu'on est jeune, il y a cette partie de l'essai-erreur. On peut tomber en erreur, il n'y a pas de problème, ça va être que bénéfique. Ça va être un élan pour une nouvelle expérience, ça va être un apprentissage davantage. Et le plus qu'on forge, on devient forgeron. Donc le plus on apprend, le plus on gagne en maturité et on gagne en expérience. Et on gagne aussi en termes de sagesse professionnelle. Donc ça serait ça mon conseil. C'était tout pour cet épisode. N'hésitez pas à partager avec nous vos commentaires, feedbacks et propositions de thématiques à discuter. Vous trouverez également les épisodes de JE Lead sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt!